Bonsoir. Voilà la structure que je vous propose pour ce soir. Donc je vais aborder la question que j'ai intitulée de manière un peu provocatrice « Comment avons-nous appris à aimer la mort de vieillesse principalement ?» Ensuite, il y aura une deuxième partie plus courte sur tout ce qui est actualité de la longévité, des recherches en matière de longévité, et puis les questions-réponses. Donc, comment nous avons appris à aimer la mort? Là, je vais diviser en 4 aspects. Une petite fable, les aspects qui sont les aspects inconscients et non maîtrisés, des raisons pour lesquelles nous sommes amenés à accepter le côté inéluctable de la vieillesse et de la mort, et puis les aspects conscients et maîtrisés. Et ensuite, comment nous avons appris à ne pas vouloir, à ne pas espérer la longévité. Alors, avant toute cette partie, quelques avertissements. Personne n'est indifférent à la mort, personne n'est indifférent à la mort de vieillissement, et personne n'est sans ambiguïté à ce sujet-là. Donc il y a une phrase de Freud que vous connaissez peut-être qui est « Au fond, personne ne croit à sa propre mort » ou ce qui revient au même, dans son inconscient, chacun est persuadé de sa propre immortalité. Mais d'un autre côté, il y a le fait que toute société se trouve placée devant l'incontournable nécessité de neutraliser l'effroi, et que donc chaque être humain est vraiment dans une situation ambiguë vis-à-vis de sa propre mortalité et dans des situations à certains moments d'effroi vis-à-vis de sa fin qui approche. Donc quand je dis personne n'est indifférent à la mort, ça veut dire ni vous ni moi. Et ça veut dire aussi que même pendant cet exposé, il y a parfois des moments où il faut essayer de se détacher de ce qu'on ressent pour comprendre ce qui se passe. Alors par rapport à ça, je voulais commencer par une petite fable. Imaginons dans un univers parallèle, pas tellement différent d'une autre, des hommes et des femmes qui seraient semblables à nous, avec une différence, ce serait que le matin, ils souffriraient d'une douleur insoutenable, l'hypercéphalée du matin. Et dans ce monde, l'ensemble des mammifères supérieurs, des primates et des êtres humains ont cette douleur absolument insoutenable, qui est quelque chose qui biologiquement ne peut pas être modifié, et qui, en réalité, d'après les scientifiques de cette planète, permet un peu de remettre le cerveau, les idées en place. Et donc, encore une fois, c'est absolument impossible de l'éviter tous les matins au réveil. Dans ce monde, la plupart des philosophes et la plupart des religieux, des personnalités religieuses sont d'accord pour expliquer que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir cette douleur absolument insoutenable le matin, parce que ça permet aux enfants d'avoir l'apprentissage de la douleur. Ça permet de distinguer pour les enfants vraiment le passage à l'âge de raison, l'âge auquel les enfants cessent de pleurer de manière compulsive et arrivent à maîtriser leur souffrance. Puis surtout, il y a le fait que cette période de douleur insoutenable du matin, après, on apprécie beaucoup plus sa journée puisqu'on se sent beaucoup mieux. Et évidemment, dans ce monde imaginaire, quand des scientifiques ont commencé à maîtriser et à comprendre les mécanismes biologiques et à se dire que c'était possible peut-être de mettre fin à cette hypercéphalée du matin, les philosophes et les religieux se sont dit qu'il n'en était pas question parce que ce serait quelque chose de négatif. Et quand j'y repense comme ça et que je me mets dans ce monde, finalement, je peux comprendre pourquoi est-ce que c'est pas vraiment bien d'avoir une douleur insoutenable le matin. Donc vous avez compris le parallèle, évidemment. Il en va de même pour la question du vieillissement et de la mort suite à cela. On trouve que c'est bien parce que c'est quelque chose d'inévitable et on se fait toutes sortes de raisonnements pour rendre cela acceptable. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça chez les êtres humains et pas ailleurs? Parce que les animaux ignorent probablement qu'ils vont mourir.
Il y a un certain nombre de controverses pour certains primates, pour les éléphants, pour les dauphins. Mais par contre, ce qui est raisonnablement certain, c'est que les animaux ignorent certainement qu'ils vont certainement mourir. Pour savoir de manière certaine qu'ils vont certainement mourir, il faudrait qu'ils aient soit une conception du vieillissement, soit vraiment une conception des probabilités statistiques. Et ni l'un ni l'autre ne sont imaginables, même pour des primates supérieurs, sauf, encore une fois, pour l'être humain. Et c'est pour ça que la seule solution que peut trouver notre esprit, c'est de créer des mécanismes inconscients qui nous rendent la mort acceptable, le vieillissement et la mort. Alors il y a deux grandes catégories. La première grande catégorie, c'est tout ce qui est autour des, ce qu'on appelle généralement en français, les expériences de mort imminente. Lorsque des personnes sont dans un certain nombre de situations de coma ou de traumatisme extrêmement grave, vous avez probablement entendu qu'il y a une sorte de tunnel de lumière, et lorsque les gens qui arrivent dans ces situations de coma ressortent de leur coma, ils décrivent cela comme une expérience extrêmement agréable. Mais c'est un mécanisme inconscient. Et une des choses intéressantes, c'est de savoir qu'à côté de ce que vous avez probablement lu dans les médias par rapport à toutes les expériences positives de mort imminente, il y a aussi des expériences négatives, mais celles-là, on n'en parle pas. Et on n'en parle pas notamment parce que les gens qui les vivent n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir oublier ces expériences. Mais à côté de ça, la deuxième catégorie de mécanismes inconscients qui permettent de s'habituer, d'accepter inconsciemment que nous allons mourir de vieillesse ou d'une autre cause, c'est tout ce qui est autour de la théorie de la gestion de la terreur. Donc j'ai repris la définition de Wikipédia en anglais parce que je trouve qu'elle décrit bien les choses. Donc c'est une théorie qui décrit, qui propose un conflit psychologique né du désir que nous avons de vivre, mais de la réalisation que la mort est inévitable. Ce conflit produit de la terreur et est unique pour les êtres humains. La solution à ce conflit, c'est également généralement unique pour les êtres humains, c'est un ensemble de cultures, et donc parmi lesquelles vous avez tout ce qui est religion évidemment, et tout ce qui est croyance dans un au-delà. Alors, ces mécanismes inconscients, je ne vais pas vous décrire de manière détaillée tous les aspects, mais je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est lorsque on montre à des personnes âgées des photos inquiétantes, des photos qui sont liées à la mort. Le pourcentage de ces photos par rapport à l'ensemble des photos dont les personnes âgées se rappellent est inférieur au pourcentage équivalent chez des personnes d'âge moins élevé. Donc autrement dit, plus on approche du moment de sa mort par vieillissement, moins il est facile de percevoir tout ce qui est relatif à sa mort. Et moi cela me frappe par exemple tout simplement j'ai la chance d'avoir encore mes 4 parents et beaux-parents. Quand on leur parle de questions qui sont reliées à la mort, vraiment c'est comme s'ils n'entendaient pas. Et puis un autre exemple, c'est lorsque l'on évoque la mort et la douleur devant un public et qu'on examine après leur réaction par rapport à leur groupe social et par rapport aux étrangers au sens non membres du groupe social, il y a un mécanisme de plus grande solidarité vis-à-vis du groupe social et de plus grand rejet vis-à-vis des étrangers. Quel est le raisonnement? Enfin, le raisonnement, c'est encore une fois inexact parce que c'est inconscient. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'il est utile, en sens de l'équilibre psychologique, mais même dans un sens darwinien, il est utile que les personnes qui approchent de leur décès s'identifient à leur groupe et donc sachent renoncer à leur propre vie. Ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental pour comprendre une des raisons inconscientes et probablement la raison principale inconsciente pour laquelle nous acceptons le vieillissement et la mort sans difficulté. Et enfin, c'est si difficile d'accepter la mort et la mort de vieillissement
qu'une fois que vous l'acceptez, vous ne cherchez plus à l'éviter. Mais donc, encore une fois, ce mécanisme doit se faire inconsciemment. Ça, c'était pour les mécanismes inconscients, c'est-à-dire pour tout ce pourquoi il n'y a pas dans le raisonnement la référence au fait qu'on va mourir. Maintenant, je vais passer à tous les raisonnements qui comprennent quand même une partie inconsciente, mais qui envisagent notre propre décès. Alors évidemment, d'abord, il y a l'ensemble des religions. Donc, je ne vais pas vous dire ici que l'ensemble des religions sont créées par l'être humain et qu'il n'y a rien de surnaturel. Je ne vais pas m'attaquer à ça. Simplement, il y a une certitude, même pour quelqu'un qui adhère à une religion, c'est que la majorité des religions, puisqu'elles sont mutuellement incompatibles, la majorité des religions ont été créées ou en tout cas ont été expliquées par des êtres humains. Et il y a vraiment une extrême diversité, mais quasiment toutes les religions imaginent un au-delà. Je dis quasiment toutes, parce que pour ce qui concerne la religion juive, il semble, mais ça dépend des interprétations, il semble que pour la religion juive et pour une ou deux religions du temps des Grecs, il n'y avait pas d'au-delà qui soit envisagé. Mais quasiment toutes les religions prévoient qu'après la mort de l'individu, il y a quelque chose. Et donc on pourrait très bien imaginer une religion dans laquelle Dieu a créé les êtres humains, mais quand les êtres humains meurent, il n'y a rien après. Or, ça n'existe quasiment pas. Et bien sûr, la plupart des religions voient un au-delà qui est potentiellement, éventuellement meilleur que la vie sur Terre. Et enfin, les religions permettent de se considérer comme contrôlant la mort en organisant les rites de passage. Et donc c'est la petite phrase que vous avez peut-être déjà entendue, si vous n'êtes pas capable de contrôler quelque chose, feignez de l'organiser. Ensuite, à côté des religions, il y a les philosophies. On peut dire qu'il y a deux grandes catégories d'acceptation de la mort et de la mort par vieillissement. Le premier, ça date des Grecs, c'est être mort, c'est ne plus être en vie, c'est ne plus être, et donc il n'y a aucune inquiétude à avoir par rapport à la mort, puisque quand vous serez mort, vous n'existerez plus, et donc il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. C'est notamment les stoïques, c'est notamment les épicuriens dans un certain nombre de cas. Et puis il y a le concept, la mort donne son sens à la vie, et c'est un ensemble, pas nécessairement tout un cycle, mais tout un parcours dans lequel il est absolument indispensable de terminer par la mort, sinon la vie n'a pas de sens. Et puis il y a ensuite les aspects positifs et les aspects négatifs du vieillissement sont mélangés de manière totalement, on pourrait presque dire intrinsèque, et ça permet l'acceptation du vieillissement. Donc le premier, c'est associer les aspects positifs de l'avancée en âge avec les aspects négatifs. Donc vous savez que le fait de passer du temps permet d'accumuler de l'expérience, le fait d'accumuler de l'expérience permet la sagesse entraîne le respect, mais ça n'est pas nécessairement lié au vieillissement. Or, très souvent, vous aurez des individus, des citoyens, des cultures qui vous diront que le vieillissement est une bonne chose parce qu'il permet l'expérience. Donc c'est mélanger deux aspects qui ne sont pas nécessairement liés. Et il y a aussi la quasi-totale incapacité des citoyens, quand on leur parle de lutte contre le vieillissement, d'imaginer un monde dans lequel on pourrait vivre beaucoup plus longtemps, mais dans lequel on ne se dégraderait pas progressivement. Pour moi, vous connaissez probablement le portrait de Dorian Gray. Donc, dans cette histoire, le héros arrive à faire passer le vieillissement dans le personnage qui se trouve sur le tableau. Mais il n'empêche qu'à un moment, de manière inéluctable, il va quand même revieillir brutalement et beaucoup plus rapidement. Donc cette conception, vous la retrouvez extrêmement souvent dans la science-fiction, dans les contes, dans les histoires. De toute façon, quels que soient les progrès qui se passeront, il est peut-être envisageable de ne pas mourir, mais on continuera à vieillir et il n'y a absolument rien à faire. Et ça, je trouve que dans les exposés que je donne, dans les discussions que j'ai, il y a un aspect relativement fascinant. J'explique pendant une demi-heure
comment est-ce que les progrès de la science nous permettraient peut-être de ne plus vieillir. Et puis quelqu'un me dit, oui, mais de toute façon, c'est bien beau d'essayer de ne plus mourir de vieillesse, mais de toute façon, vous continuerez à vous dégrader par la vieillesse. Donc l'incapacité à percevoir ça est assez fascinante. Alors, là, je vous ai donné tous les arguments, je dirais, pour la vieillesse et pour la mort par vieillissement. Maintenant, il y a les arguments contre la longévité. Alors, le mot-clé, c'est le mot immoral, avec différentes sous-catégories. Il y a l'idée immorale contre Dieu, contre les dieux. Donc, il serait interdit de jouer à Dieu. Et les méchants, entre guillemets, doivent aller en enfer. Par rapport à ça, on peut dire que si un Dieu existe, en tout cas dans les religions du livre, christianisme, religion musulmane et religion juive, Dieu guérit, fait des miracles, il peut pardonner aux pécheurs, les autorisant à vivre plus longtemps, il ou elle ne s'oppose pas à la prolongation de la durée de vie. Dans les textes religieux, il n'y a rien qui dit qu'il faut mourir et que la médecine est quelque chose de mal. Et puis enfin, mais bon, cet argument-là, c'est un peu un argument qu'on peut utiliser pour toutes les religions, pour tout. Il ou elle a créé des êtres humains qui sont capables d'étendre la durée de la vie humaine, et donc si Dieu n'en voulait pas, il n'aurait pas créé des êtres humains capables de le faire. Alors la deuxième catégorie, c'est immoral contre la nature. Moi, je suis avec une autre casquette, disons, militant écologiste, donc j'entends évidemment relativement souvent cet argument-là. D'abord, la nature, elle n'est pas morale. Il n'y a pas un impératif moral dans la nature, ce sont les règles darwiniennes, règles en tant que mécanisme et pas en tant que morale. Le vieillissement n'est pas quelque chose de naturel pour la plupart des êtres humains, je reviendrai là-dessus. Et enfin, tous les êtres vivants ne vieillissent pas, donc s'ils échappent aux autres sources de mortalité, il est à peu près certain qu'il y a un certain nombre de plantes qui n'ont pas de mécanisme de vieillissement. Et peut-être qu'il y a un certain nombre d'animaux aussi, mais ça c'est un nombre extrêmement réduit. Ensuite, certains diront que ce serait contre la nature de ne plus vieillir. En fait, c'est contre la nature de vieillir, pour le dire de manière un peu provocatrice, puisque mourir de vieillesse est quelque chose d'anormal dans toute l'histoire de l'humanité, sauf les 3 ou 4 derniers millénaires, et même surtout les 3 ou 4 derniers siècles, et même surtout les dernières décennies. Donc jusqu'à un avenir relativement récent, un pourcentage très important et parfois majoritaire des enfants mouraient avant l'âge de 5 ans. Et puis bien sûr, les adultes mouraient dès qu'ils commençaient à pas vraiment vieillir, dès que leur capacité physiologique diminuait. Alors il y a ce que moi j'appelle le mythe de la surpopulation, l'idée que si on parvient à gagner beaucoup d'années d'espérance de vie en bonne santé, cela aura pour conséquence une surpopulation. Donc vous avez extrait du site Gapminder, que je vous conseille si vous ne connaissez pas, c'est un site extraordinaire pour tout ce qui est statistique. La comparaison entre 1962 et 2002 avec en vertical l'espérance de vie et en horizontal le nombre d'enfants par femme. Et donc chaque cercle représente un pays. Et vous voyez, l'évolution est remarquable entre 1962 et 2012, tant au point de vue du nombre d'enfants qu'au point de vue de l'espérance de vie. Et les pays dans lesquels la surpopulation est encore un problème sérieux, ce sont les pays dans lesquels l'espérance de vie est très basse. Et donc en bleu, c'est principalement l'Afrique subsaharienne. Alors, il y a l'idée que la longévité serait quelque chose de politiquement immoral, politiquement au sens large. D'abord qu'il y aurait des problèmes plus importants que celui-là. Alors, pour moi, il n'y a pas de problème plus important imaginable aujourd'hui que tout ce qui est lié au vieillissement, puisque aujourd'hui, comme tous les jours, il va y avoir à peu près 150 000 personnes qui vont mourir. Parmi ces 150 000 personnes qui vont mourir, il y en a environ 100 000 qui vont mourir de maladies qui sont liées au vieillissement. Dans un pays comme la France, c'est à peu près 90% des décès, mais même dans les pays du Sud, à l'exception de l'Afrique subsaharienne, et encore pas de toute l'Afrique subsaharienne, mais même dans les pays du Sud, maintenant, les décès suite aux maladies liées au vieillissement sont plus importants que les autres décès. Il y a aussi l'idée que ce serait totalement un bouleversement, totalement disruptif. Ça c'est faux parce que vieillir c'est un processus extrêmement lent. Donc supposons que demain, ce ne sera pas le cas, mais supposons que demain on trouve la pilule pour l'immortalité.
dans un an, les gens n'auront pas physiquement changé de manière considérable. Donc ce sera un mécanisme progressif. Ça ne pourrait être quelque chose qui serait vraiment avec des aspects cataclysmiques ou vraiment dangereux si c'était uniquement pour les riches ou bien si c'était perçu comme tel. Et donc c'est pour ça, là je m'avance déjà un petit peu sur le reste, que pour moi c'est vraiment une priorité à l'intérieur de cette priorité que les recherches qui soient faites soient des recherches notamment publiques avec des moyens publics et avec des précautions pour que les avancées soient accessibles à tous. Il y a l'idée aussi qu'il n'y a pas de changement sans mort. La science progresse au rythme des funérailles. Alors c'est faux à deux niveaux. D'abord, on n'est pas les mêmes aujourd'hui qu'on était il y a 10, 40 ou 80 ans. Et puis, c'est un argument un peu paradoxal puisque ce qui est parfois reproché par les gens qui disent il faut continuer à mourir, c'est que la société changerait trop rapidement. Donc en réalité, avoir des citoyens qui avancent en âge et qui continuent à être actifs, c'est plutôt un facteur de stabilité, ce qui est plutôt une chose positive. Et enfin, les progrès technologiques actuellement sont plus dans les pays dans lesquels les gens vivent plus longtemps que dans les pays dans lesquels les gens vivent beaucoup moins longtemps. Et dernier argument qu'on entend parfois, c'est les tyrans ne mourraient plus de vieillesse et donc la plupart des tyrans ne meurent pas dans leur lit. Il y a quelques exceptions. Et puis surtout, une société dans laquelle les sociétés vivent beaucoup plus longtemps est beaucoup moins violente pour toutes sortes de raisons. Mais une des raisons, c'est plus la vie dure longtemps, plus la vie est précieuse. Je donne toujours l'exemple de l'infanticide. Donc, l'infanticide aujourd'hui, c'est probablement considéré comme un des crimes les plus abominables qu'on puisse imaginer. L'infanticide, il y a environ 2 siècles, ou même il y a encore un peu moins que ça, était considéré comme moins grave qu'un assassinat ou un meurtre ordinaire. Pourquoi ? Parce que les enfants en bas âge mouraient très fréquemment, et donc tuer un enfant, c'était pas tout à fait tuer un être humain normal, disons. C'est d'ailleurs pour ça que dans des pays comme la Chine, on ne donnait un nom à l'enfant que lorsqu'il atteignait 1 an. Alors, politiquement immoral, deuxième partie. Alors, ce serait une forme d'égoïsme de vouloir vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Alors, partiellement vrai. Donc, une des raisons pour lesquelles je milite pour ça, c'est pour pouvoir moi-même vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Mais est-ce que quand vous avez un problème et que vous dites c'est peut-être un cancer, est-ce que vous n'allez pas chez le médecin parce que des milliards de personnes ne peuvent pas se payer ce luxe-là? Non, évidemment. Et surtout, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, en ce qui concerne les recherches médicales publiques, c'est pour moi de la solidarité pour tous au cube. Donc c'est pour tous aujourd'hui et demain. C'est pour tous ici et ailleurs, parce que quand vous faites une découverte médicale en ce qui concerne la longévité, ça peut bénéficier potentiellement à des milliards de personnes. Et c'est pour riches et pour les pauvres. Et donc toujours en ce qui concerne la différence riches-pauvres, l'idée que seuls les riches vivront plus longtemps et pourront bénéficier. D'abord, en ce qui concerne les progressions technologiques, c'était le genre d'argument qu'on utilisait il y a à peine 20 ans pour ce qui concerne les téléphones mobiles qui maintenant servent à tout le monde. C'est faux aussi parce que, donc si je revenais à la diapositive que je montrais, vous verriez que l'espérance de vie, donc sur les comparaisons de l'espérance de vie en fait progresse plus rapidement dans la plupart des pays du Sud que dans la plupart des pays du Nord actuellement. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des pays du Sud, il y a encore une diminution de la mortalité infantile, tandis que chez nous, la mortalité infantile est devenue presque zéro. Mais donc, il n'empêche, l'espérance de vie progresse plus vite au Sud qu'au Nord. Et puis surtout, cela sera faux. Il y a des investissements publics en matière de longévité qui sont faits, sinon ça risque d'être vrai évidemment. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça par rapport aux arguments pour, aux arguments contre ? Parce que je suis persuadé que une grande partie du processus par lequel nous ne nous mobilisons pas pour la longévité, c'est dû à des mécanismes inconscients. Et à partir du moment où ces mécanismes inconscients sont expliqués, ils deviennent conscients. Et donc, ils pourront permettre peut-être à un certain nombre de personnes de se mobiliser. Et pour moi, égoïstement, de vivre beaucoup plus longtemps. Alors, ça c'était pour la partie, disons, psychologique au sens très large. Et maintenant, la deuxième partie plus courte, c'est par rapport à l'actualité de la longévité.
J'ai mis comme titre Actualité de la longévité, je vais vous faire en deux parties. La partie fin du XXe siècle et la partie début du XXIe siècle. Mais d'abord, quelques avertissements ici aussi. Alors, les avertissements, c'est évidemment, comme vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé est un objectif relativement courant, même si les désirs sont ambigus, il y a pas mal de vendeurs de poudre de perlimpinpin. Et quand vous voyez dans un article de journal un grand titre vous expliquant qu'on a probablement trouvé la solution au vieillissement, ou bien d'ailleurs quand on vous explique dans un article de journal qu'on a trouvé une vieille dame qui fait toujours son jogging tous les matins et qui a 125 ans, ça vous donne plus d'informations sur la qualité du journal que sur la qualité de l'information. Il y a donc pas mal de gens qui vendent des produits ou qui annoncent des découvertes et en réalité les progrès en matière de lutte pour la longévité c'est dans des domaines extrêmement complexes et donc ça ne se passera jamais du jour au lendemain ni même d'une année à l'autre. Deuxième source de difficultés considérables dans tout ce qui est médecine en général, mais particulièrement pour ce qui est longévité, c'est tout le domaine des effets placebo et des effets nocebo. Placebo, vous savez presque certainement tout ce que c'est. Nocebo, vous savez peut-être, mais on en parle moins. Donc les effets nocebo, c'est le fait de penser, quand on prend un produit ou quand on suit quelque chose ou dans certaines circonstances, que ça a des effets négatifs sur la santé. Donc ça veut dire par exemple qu'une personne qui est persuadée que l'homéopathie est quelque chose de bon pour la santé et que par contre l'allopathie, les médicaments, c'est mauvais pour la santé, non seulement quand elle prend un médicament homéopathique, elle va se sentir mieux, mais aussi si le médecin lui dit non, vous devez plutôt prendre un médicament classique, elle pourra se sentir moins bien. Et pour tout ce qui est longévité, les effets sont vraiment innombrables. Par exemple, c'était à la fin du 19e ou au début du 20e, je ne sais plus, il y a eu un médecin qui s'est livré à des greffes de testicules. De testicules de primates. Et donc on sait maintenant avec certitude que ça ne donnait rien, mais on peut retrouver des photos de gens qui visiblement se sentaient mieux et apparaissaient comme en meilleure santé quelques mois ou quelques années après avoir eu la greffe. Et il a fallu vraiment plusieurs années avant qu'on s'aperçoive qu'il n'y avait que ce qui était probablement des effets placebo dans ce domaine. Troisième domaine de complexité, c'est la distinction extrêmement malaisée entre cause et corrélation. Donc, je vous donne un exemple entre mille. Donc, il est probable que de faire de l'exercice et de courir un petit peu 2 ou 3 fois par semaine est bon pour la santé. Mais par contre, il est plus que probable que si on regarde l'espérance de vie des gens qui font de l'exercice régulier comparé à l'espérance de vie de gens qui ne font pas de l'exercice régulier, on aura une différence importante, mais c'est tout simplement parce que des gens qui sont déjà en mauvaise santé ne vont pas faire de l'exercice régulier, et c'est aussi parce que des gens qui font de l'exercice régulier ont par ailleurs une bonne hygiène de vie en moyenne, etc. Donc, attention, là aussi, quand vous lisez un article qui vous dit si vous mangez des choux de Bruxelles, vous aurez une espérance de vie qui va augmenter de 2 ans, ça dit plus sur la qualité du journaliste que sur la corrélation réelle. Et enfin, il y a le fait, heureusement pour nous, mais malheureusement pour la science, en tout cas dans ce domaine-là, l'être humain vit longtemps, et donc par définition, pour vraiment pouvoir savoir quel est l'effet de n'importe quoi sur l'espérance de vie, il faut extrêmement longtemps. Et il peut y avoir des produits ou des mécanismes qui donnent une amélioration pour une période courte de l'état de santé, mais qui en réalité sont nuisibles à long terme. Pour revenir à la question de l'exercice physique, c'est absolument certain que si vous faites du jogging tous les matins, d'ici quelques mois, vous serez en meilleure forme physique, mais ça n'est pas absolument certain que c'est favorable à votre espérance de vie à long terme, puisqu'il y a notamment toute la question du fait que lorsque vous faites de l'exercice, vous absorbez plus d'oxygène, que l'oxygène est un oxydant puissant
et que donc une des théories sur le vieillissement est liée à des mécanismes d'oxydation à l'intérieur de votre corps. Bien, après tous ces avertissements un peu trop lourds, les principales pistes à la fin du XXe siècle. D'abord, c'est important de savoir qu'il n'y a que 3 causes principales de mortalité qui sont liées à l'âge. Les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies neurodégénératives. 3 causes, mais évidemment avec de nombreuses sous-causes. C'est important de savoir aussi que les maladies cardiovasculaires, les progrès sont vraiment extrêmement rapides. En 30 ans, la mortalité a diminué d'environ 50% pour ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Pour ce qui concerne les cancers, les progrès sont également extrêmement rapides pour certains types de cancers. Donc, le cancer du sein est l'exemple typique, et beaucoup moins rapide pour d'autres types de cancers. Le cancer du poumon est l'exemple typique du mauvais côté. Mais ce qui explique le fait que vous vous dites peut-être, certains d'entre vous, c'est pas vrai, en fait il y a de plus en plus de cancers, c'est 2 choses. D'abord le meilleur dépistage, et puis et surtout le fait que, comme le cancer est une maladie liée de manière très forte avec l'âge, et donc le nombre de cancers augmente avec l'âge, et bien forcément, et étant donné que l'âge moyen de la population augmente, le nombre de cancers augmente. Donc le nombre de cancers ne progresse pas, ou ne progresse pas de manière considérable, en tout cas à l'intérieur d'une tranche d'âge, et puis surtout, on meurt de moins en moins rapidement du cancer, et même donc pour certains cas, encore une fois, le cancer du sein, on est maintenant à environ 30% de décès. Ce qu'on prend généralement comme référence, c'est le décès dans les 5 années. On est maintenant à peu près à 30% de décès, et ça diminue pour ce cancer-là d'environ 1% par année. Donc ça veut dire que, théoriquement, si on fait des projections, dans 30 ans, on ne mourra plus du cancer, et ce sera devenu une maladie chronique, mais pas une maladie mortelle. Le 3e domaine, c'est celui des maladies neurodégénératives, et là, malheureusement, les progrès sont lents. On comprend de mieux en mieux ce que sont les maladies neurodégénératives, et particulièrement la maladie d'Alzheimer, mais rien ne permet de guérir de ces maladies, en tout cas de la maladie d'Alzheimer, et peu de choses, voire même peut-être rien, enfin ça c'est plus controversé encore, permettent de ralentir considérablement les maladies neurodégénératives. Alors, les principaux espoirs de la fin du XXe siècle. Première source d'espoir, c'est que la règle des 3 mois continue à être d'application. Quand vous regardez donc le fait qu'on gagne 3 mois d'espérance de vie par année, quand vous regardez les projections des démographes, des spécialistes, etc., vous avez toujours une courbe qui s'aplanit en se disant oui, mais on gagne de l'espérance de vie, on a gagné de l'espérance de vie jusqu'à maintenant, mais ça va s'arrêter puisque maintenant les gens deviennent de plus âgés. Ben non, pour le moment, on continue à gagner entre 2 et 3 mois d'espérance de vie chaque année. Deuxième domaine dans lequel il y a eu, je dirais il y a eu parce que c'est déjà moins le cas maintenant, des avancées considérables, des espoirs considérables, c'était tout ce qui était restriction calorique. Donc on s'est aperçu qu'en donnant beaucoup moins à manger à des souris, à des primates et à des êtres humains, il semblait bien que cela faisait progresser l'espérance de vie. Alors, il y a 2 problèmes à ça. Le premier problème, c'est que ça marche mieux chez les souris que chez les êtres humains. Et le deuxième problème, c'est que c'est extrêmement désagréable de faire de la restriction calorique. Par contre, on peut se dire, peut-être que ça n'augmente pas considérablement l'espérance de vie, mais ça donne l'impression d'avoir une vie beaucoup plus longue, tellement c'est pénible. Ensuite, une autre catégorie d'espoir à la fin du XXe siècle, c'était tout ce qui était les produits. Donc il y a eu les antioxydants, il y a eu les vitamines, il y a eu les hormones, il y a eu tous les produits qui fluidifient le sang. Et je dirais que pour la plupart des théories qui pourraient être développées, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui, on a plutôt l'impression que ça ne permet pas de gagner beaucoup d'espérance de vie, particulièrement pour ce qui est au-delà d'une durée de vie de 80-90 ans. La seule chose qui semble bien, même aujourd'hui, continuer à permettre de gagner de l'espérance de vie pour l'ensemble de la population, c'est les produits qui fluidifient le sang, et donc la bonne vieille aspirine à petite dose. Alors, autre catégorie, c'est tout ce qui est thérapie génique. Les thérapies géniques, dès la fin du XXe siècle, ont commencé à être utilisées avec un certain succès, mais pour des maladies
sur base génétique extrêmement spécifique. Et aujourd'hui, il n'y a encore rien qui permet d'appliquer de la thérapie génique dans le domaine de la lutte contre les maladies liées au vieillissement. Et dernière chose qui a été assez bien explorée, ce sont tous les processus de régénération. Donc vous savez qu'une des différences entre les mammifères et par exemple certaines formes de batraciens, c'est la capacité de régénération des organes. Donc pour un être humain, quand on coupe un doigt, un bras, etc., ça ne repousse pas. Pour une salamandre et pour d'autres batraciens et même pour certains types de reptiles, une partie peut repousser. Et donc il y a des recherches qui ont été effectuées et qui continuent à être effectuées pour pouvoir améliorer ces processus de régénération chez l'être humain. Puisque finalement, qu'est-ce que le vieillissement? Le vieillissement, c'est un déséquilibre qui s'aggrave avec le temps entre les processus de dégénération et les processus de régénération. Alors, les principales pistes au début du XXIe siècle. Alors, avant de passer aux pistes réellement en ce qui concerne les méthodes, disons, ce qui est caractéristique de ces toutes dernières années, c'est qu'on commence à voir des personnes et des organisations réellement se mobiliser, non plus dans tel domaine lié au vieillissement, mais vraiment avec comme objectif de mettre fin aux maladies liées au vieillissement. Donc, Google a créé une société qui s'appelle la société Calico et a engagé un scientifique connu aux États-Unis, connu dans les milieux transhumanistes, mais qui a parmi ses objectifs d'arriver à mettre fin au vieillissement, qui s'appelle Kurzweil. Alors, Craig Venter, qui est la personne qui a, avec d'autres, réalisé le premier séquençage de l'être humain, vient de créer il y a quelques mois une société qui s'appelle Human Longevity Incorporated. Donc là, l'objectif, on ne peut pas imaginer plus clair. Et même dans un pays comme la France, parce qu'en France, on aime bien à la fois se flageller et dire qu'on est nulle part. Laurent Alexandre aime bien cela particulièrement. Et d'un autre côté, il ne faut quand même pas nier qu'il y a également en France un certain nombre de scientifiques en pointe, dont Laurent Alexandre, Miroslav Radman, Jean-Marc Lemaître et d'autres qui sont des scientifiques qui vraiment ont parmi leurs objectifs de promouvoir et de faire eux-mêmes des recherches en matière de longévité. Et il y a même un certain nombre d'hommes politiques qui s'intéressent aux questions liées à la longévité, et notamment M. Cavada. Je ne sais pas s'il est connu en France ou pas, parce qu'en Belgique, il n'est pas très connu. C'est un parti politique du centre droit, et Mélenchon, vous connaissez. Et donc Mélenchon, il a vraiment déclaré plusieurs fois dans les médias qu'il estimait qu'on arriverait un jour à vaincre la mort. Donc vaincre la mort par vieillissement. Et là en dessous, vous avez un journal Time qui était sorti. Donc est-ce que Google pourra résoudre la mort? Bien. Quels sont les domaines de recherche et les principaux espoirs pour ce début du XXIe siècle? D'abord, la règle des 3 mois dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, on voit qu'elle s'étend au 3e et au 4e âge. C'est-à-dire que si vous comparez l'espérance de vie des personnes de 65 ans et plus il y a 30 ou 40 ans avec l'espérance de vie des personnes âgées donc du même âge il y a 70-80 ans, c'était relativement similaire. Donc en réalité, l'espérance de vie jusqu'à 30 ou 40 ans progressait d'environ 3 mois par année, mais c'était grâce à la diminution de la mortalité infantile, grâce à la diminution des maladies infectieuses, mais pas tellement, un petit peu quand même, mais pas tellement, parce qu'on arrivait réellement à lutter contre les maladies liées au vieillissement. Maintenant, donc depuis 20 ou 30 ans, on voit une progression importante de l'espérance de vie pour les personnes âgées de 60, 70, 80 ans, etc. Quand je dis etc., je ne veux quand même pas ne dire que les choses positives comme s'il n'y avait que du positif. Il y a quand même une exception, c'est, appelons ça le 5e âge. Les personnes qui atteignent ou dépassent l'âge de 110 ans, il y a un terme qu'utilisent les gérontologues, c'est le terme de supercentenaire. Le nombre de supercentenaires dans le monde ne progresse pas. Quand je dis ça devant des spécialistes, ils me disent c'est pas vrai, mais moi je pense qu'il a même probablement tendance à diminuer, étant donné que si on reprend la population, donc le nombre est relativement stable, mais étant donné que le nombre de centenaires progresse rapidement,
Étant donné que la population mondiale, il y a 110 ans, augmentait, logiquement, le nombre de supercentenaires devrait augmenter aussi. Et donc, je pense que la moins mauvaise explication, c'est de dire que les pollutions, et peut-être notamment la pollution atmosphérique, sont une des causes de ça. Mais on ne sait pas. L'aspect positif de vous dire ça, c'est de se rendre compte que les mécanismes liés au vieillissement sont quelque chose d'extrêmement complexe et que donc il faut vraiment continuer à chercher et qu'il y a encore beaucoup de choses à trouver. Bon, mais voilà, la règle des 3 mois s'étend au 3e et au 4e âge. Deuxième domaine, c'est tout ce qui est ADN, donc on déchiffre maintenant de plus en plus tout ce qui est notre code génétique. On le comprend de plus en plus. Et pour revenir à la société dont je parlais ici, donc Calico, et aussi Human Longevity, et particulièrement Human Longevity, parmi leurs objectifs, ils ont d'analyser le génome de milliers de personnes, dont notamment des personnes très âgées, pour pouvoir voir quels sont les gènes qui sont favorables à la longévité. Et donc évidemment, avec en perspective à relativement long terme, tout ce qui est thérapie génique. Et attention, la thérapie génique, ça peut concerner les générations suivantes, mais la thérapie génique, ça peut être aussi fait dans un certain nombre de cas sur nous-mêmes. Donc on prend des cellules de notre corps, on prend des cellules souches de notre corps, on les transforme par thérapie génique et puis on les réinjecte et à ce moment-là, on peut imaginer de gagner assez bien d'espérance de vie. Et par rapport à ça, c'est quand même important, pas chez l'être humain, mais dans un certain nombre d'autres espèces. Il peut y avoir pour des espèces extrêmement similaires des espérances de vie extrêmement différentes. Donc il y a par exemple une espèce de caméléon qui vit dans des îles et qui a une espérance de vie très courte et qui vit sur le continent, et là l'espérance de vie est beaucoup plus longue. Autre domaine de recherche, c'est Alzheimer. Donc là je vous ai expliqué, on comprend de plus en plus, mais on ne progresse pas dans la maîtrise de la maladie et encore moins dans la suppression de la maladie. Mais je dirais que, étant donné le niveau de mobilisation de plus en plus important, particulièrement en France et aussi particulièrement en Europe, c'est probablement un des domaines dans lequel ce sera le plus facile d'obtenir qu'il y ait encore plus de recherche et le plus facile de permettre le déclic qui fera que progressivement nous considérons, la société pourrait être amenée à considérer qu'on peut réellement lutter contre les maladies liées au vieillissement. Alors il y a les perspectives en matière d'imprimante d'organes, ça je suppose que vous avez déjà vu ça à droite et à gauche dans la presse. Donc le principe est d'une grande simplicité, donc au lieu d'avoir du plastique, on a des cellules sur base de cellules souches qui sont accumulées et qui constituent progressivement un organe. Pour le moment, on commence à arriver à réaliser des organes in vitro pour des souris, pour des rats, mais pas encore pour des êtres humains. Et puis, dans encore 3 domaines, dans une autre catégorie, les nanorobots. On peut imaginer dans un avenir pas si lointain que l'on réalise des robots de taille microscopique et que ces robots aient la même fonction que des cellules qui sont actuellement dans notre corps. Mais bon, il y a un certain nombre d'obstacles à franchir. Le premier obstacle, c'est le fait d'arriver à les produire en quantité importante et sans aucun risque d'erreur. Le deuxième obstacle, c'est tout ce qui concerne le mécanisme de propulsion. Et puis évidemment, des tests nombreux devraient être faits. Domaine suivant qui intéresse particulièrement notamment Édouard de Bonneuil, qui est déjà venu ici lors d'une conférence, c'est tout le domaine des produits qui peuvent être testés. Et une des différences entre ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se faisait jusqu'il y a 10 ou 20 ans, c'est qu'on est en train de passer de tests sur des souris et des rats adultes à des tests sur des souris et des rats âgés, qui sont entre guillemets des vieillards. Donc l'espérance de vie d'une souris, c'est 2 ans et demi, 3 ans. Si on teste de nombreux produits sur des souris âgées de 18 mois, donc l'équivalent pour un être humain de 60 ans, ça permet en à peine une année de savoir quels sont parmi les produits qui sont testés ceux qui ont un effet positif sur la longévité. Et actuellement, il y a des investissements considérables et des dépenses considérables qui sont faites pour vérifier chaque fois qu'un produit est créé si ce produit n'est pas nocif.
dans le cadre de la directive REACH notamment. On pourrait imaginer que chaque fois qu'on constate qu'un produit n'est pas nocif, mais même fait progresser l'espérance de vie, à ce moment-là, il y ait une obligation de communiquer les résultats pour pouvoir ensuite tester et pour pouvoir ensuite voir quels sont les effets positifs éventuels sur l'être humain. Et alors, il y a le tout dernier domaine, c'est tout à fait en dehors des mécanismes qui concernent vraiment le physiologique et le biologique. C'est toute l'idée d'arriver à une sorte de vie sans limitation en copiant le cerveau et en le remplaçant par des mécanismes informatiques. Donc c'est toute l'idée de transformer ou de remplacer le biologique par de l'informatique. Donc ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce que je pense que ce serait trop intrusif si c'est techniquement possible, et parce que ce qui constitue l'être humain, c'est quand même aussi tout ce qui est physiologique. Et donc, il est beaucoup plus important, et plus souhaitable de mon point de vue, d'arriver à transformer l'être humain, mais sans le transformer totalement par ces moyens-là. Pour terminer par une note optimiste, j'ai intitulé ça « C'est tellement compliqué que cela pourrait être simple ». Tous les mécanismes qui sont liés au vieillissement sont d'une incroyable complexité. La science fait de nombreux petits pas et parfois dans certains domaines, on arrive depuis le totalement ou presque totalement mortel jusqu'au presque totalement inoffensif sans même s'en rendre compte. Un bon exemple, c'est la leucémie des enfants. Moi, quand j'avais 10-12 ans, je me souviens, lorsqu'on annonçait à une famille que son enfant avait la leucémie, c'était comme une sorte de condamnation à mort pendant quelques mois. Je crois que la mortalité est d'à peu près 90%. Et maintenant, la leucémie des enfants n'est plus mortelle que dans à peu près 10%. Donc on est vraiment passé, mais par des pas successifs, de quasiment mortel à tous les coups à quasiment jamais mortel. Donc un peu dans le même genre, on peut s'imaginer que l'ensemble des pas en matière de longévité et pour conséquence progressivement que les maladies liées au vieillissement deviennent des maladies chroniques dont on ne meurt plus. Et il y a notamment le concept de vitesse d'échappement à la longévité. Donc actuellement, je vous ai dit, on gagne à peu près 3 mois d'espérance de vie par année. Si on arrive à gagner 1 an d'espérance de vie par année, ça veut dire en fait qu'on ne meurt plus de vieillesse puisque chaque année qui passe, on a de nouveau gagné 1 année d'espérance de vie.